Extrait, un besoin de reconnecter, une transmission en crise suspendue entre ciel et terre du Dr Cédric Happy. Bonne écoute. À l'origine de toute civilisation humaine, il existe un geste simple mais fondamental, celui de transmettre. Un fluide, une énergie, un mot, une chanson, un regard, une main posée sur l'épaule ou l'abdomen d'un plus jeune. Ce geste, apparemment banal, porte pourtant en lui le secret de notre humanité. L'homme, bien plus qu'un être de chair, est un être de mémoire multidimensionnelle. Il ne naît pas seulement avec un corps biologique, mais au sein d'un héritage de corps, tissé de récits, de rites, de silences et de croyances. Ce que nous appelons transmission n'est donc pas un simple relais de savoir ou de bien. C'est la matrice invisible par laquelle l'homme devient humain. Transmettre, c'est inscrire une présence dans le temps. C'est refuser l'amnésie et l'illusion. C'est dire, même dans l'ombre ou le doute, « Je suis venu avant toi, et voici ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé, ce dont j'ai souffert, grandi de mon chemin. » C'est en ce sens un acte profondément altruiste, mais aussi risqué. Transmettre, c'est s'exposer au juge, à l'incompréhension, au rejet, à la transformation, à la riposte, au mystère et au mystique. Pourtant, sans ce lien entre les générations, les mémoires des peuples s'effacent silencieusement, les cultures s'évaporent et les identités se brouillent. La transmission est une plongée dans le mystère de la filiation et de la filature, ce lien invisible qui nous relie aux ancêtres, aux vivants et aux enfants à venir. C'est redécouvrir que nous ne sommes ni seuls, ni autonomes, ni auto-engendrés. Aujourd'hui, nous vivons une époque grave de fractures identitaires, familiales, culturelles et écologiques. À mesure que les repères s'effondrent, la transmission se complexifie. Certains ne veulent de plus transmettre, de peur de reproduire l'oppression ou l'erreur. D'autres ne savent plus quoi faire, ni quoi transmettre, tant les certitudes se sont dissoutes dans le tumulte contemporain. Beaucoup n'osent même plus recevoir, pris dans un présent saturé. Que reste-t-il de notre humanité lorsque se brise la chaîne de la transmission ? Sommes-nous condamnés à devenir des nomades sans mémoire, prisonniers d'un présent perpétuel ? Pouvons-nous réinventer, à l'ère des intelligences artificielles et des effondrements écologiques, une manière de transmettre qui réenchante le monde ? Ce qui distingue fondamentalement l'humain des autres espèces n'est pas simplement sa capacité à raisonner, à inventer ou à se mouvoir. C'est sa faculté unique à transmettre bien au-delà du biologique. Là où la plupart des espèces perpétuent leur lignée par l'instinct, l'homme confie à la parole, au geste, à l'objet et à l'écrit le soin de préserver ce qui fut et de construire ce qui vient. La culture devient ainsi une seconde nature. Elle permet de transmettre non seulement des techniques de protection, de défense et de survie, mais aussi des visions du monde, des systèmes symboliques, des émotions et des dogmes. L'enfant humain naît inachevé, vulnérable, entièrement dépendant. Mais c'est précisément cette immaturité qui rend possible l'apprentissage, l'assimilation d'un patrimoine culturel complexe et l'inscription dans une lignée. Il ne devient lui-même qu'en recevant des autres un monde de sens préexistant. La transmission est donc un acte, ou mieux, un principe fondateur. Elle permet non seulement la continuité des savoirs, mais aussi la formation du sujet et son envoi en mission. En elle s'articulent le passé, le présent et le futur. Refuser de transmettre ou rompre brutalement la chaîne, c'est risquer de produire des êtres déracinés, privés d'horizon, incapables d'habiter le temps autrement qu'au présent immédiat. Toute identité repose sur une mémoire. Il n'est pas de moi sans récit, sans image, de voix et de gestes éprouvés, transmis, conservés ou transformés. On hérite d'un nom, d'une langue, d'un accent, d'un paysage sonore, de valeurs implicites, de présence ou d'énergie. Même dans le silence, même en l'absence de parole, il y a transmission. Elle passe par le regard d'une mère, la posture d'un père, les réactions d'un groupe, les objets qui nous entourent. Cette mémoire n'est pas toujours consciente. Elle s'inscrit dans le corps, dans les émotions, dans les habitudes. Car tout héritage est ambivalent. Ce que l'on reçoit peut nous construire, nous inspirer et nous orienter. Cependant, cela peut aussi nous enfermer, nous contraindre, nous habiter à notre insu ou nous détruire. D'où l'importance de ne pas seulement recevoir, mais d'interpréter, de digérer, de réinventer constamment. L'humain hérite donc à plusieurs niveaux. De l'espèce dans sa biologie, de la culture dans ses codes et ses lois, de la famille dans son histoire singulière et de la société dans ses idéologies.
Cette pluralité des héritages complexifie notre rapport à la transmission. Elle exige de chacun un travail de tri, de discernement, parfois même de rébellion. Non transmettre ne signifie pas simplement reproduire. Cela suppose de choisir ce qui vaut d'être porté plus loin et ce qui doit être déposé pour le plus grand bien de tous. Un autre trait propre à l'humain est sa conscience historique. L'homme ne vit pas seulement dans le présent ou la projection du futur, il est habité par le souvenir ou par l'irréversible. Il enterre ses morts, il conserve leurs objets, il écrit leurs noms. Il construit des archives, érige des monuments, invente des calendriers. La transmission devient alors un acte de mise en récit du passé pour éclairer le présent et mieux structurer l'avenir. Toutefois, cette conscience historique est fragile. Elle est constamment mise en danger et risque même l'effacement par l'oubli, la honte ou les néo-idéologies. Des pans entiers d'histoires familiales ou nationales sont ainsi tus, censurés, réécrits. Le devoir de transmission devient alors un devoir de vérité, appelant à nommer ce qui fut, même quand cela dérange. Car l'oubli, loin d'apaiser, rend fou et programme à la mort. Il empêche les générations amnésiques et suivantes de comprendre les racines de leur propre mal-être. L'enjeu ici est donc de réconcilier mémoire et transmission par le savoir, en dépassant les ruptures historiques, les silences transgénérationnels et les fractures culturelles. L'humain ne peut se construire que dans la conscience de ce qui le précède. Mais cette conscience ne doit pas le figer dans la nostalgie ou dans la dette, mais doit l'ouvrir à la responsabilité. Être humain, c'est accepter de n'être ni l'origine, ni la fin, mais un passage, un nœud dans le tissu du vivant, une voix et un écho dans le cœur des siècles. À la base de toute existence humaine, il y a une transmission biologique, celle des gènes, du code génétique, des traits physiques, de certaines vulnérabilités ou résistances. Cette transmission naturelle constitue notre ancrage dans le vivant. Par elle, nous héritons d'une histoire évolutive, d'un patrimoine commun à toute l'humanité, mais aussi d'une histoire particulière, celle de notre lignée familiale. Cependant, cette transmission biologique n'est pas neutre, elle est souvent chargée symboliquement. On se demande très souvent à qui ressemble l'enfant, ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère, comme si le corps portait aussi les récits et les attentes. Avec l'essor des tests génétiques, la question des origines biologiques est revenue au premier plan pour des personnes qui, reniant leur généalogie et ancêtres dans la certitude que tout commence avec eux, révélant ainsi combien notre rapport au biologique est traversé par des dimensions affectives, identitaires et culturelles. Il est pourtant important de rappeler que la transmission biologique ne détermine pas à elle seule le destin d'un être humain. Elle ouvre un champ complexe de susceptibilités et de possibilités qui, en s'associant à l'environnement mental, affectif, culturel et social, concourent à sculpter l'identité. La transmission culturelle constitue sans doute la forme la plus manifeste et la plus structurante de l'héritage humain. Elle se fait par la langue, les valeurs, les codes sociaux, les mythes, les règles de vie, les pratiques artistiques ou religieuses et les institutions. Elle façonne notre vision du monde, nos façons de penser, d'aimer, de nous relier à la nature et aux autres. C'est par la culture que nous devenons lisibles pour nous-mêmes. Dans les sociétés en mutation rapide, la transmission culturelle est mise à rude épreuve. Tout lien de filiation est perdu. L'oralité recule. L'éducation culturelle est déléguée aux écrans. Les traditions se perdent. Les jeunes générations, confrontées à une pluralité de cultures ou mieux, de néocultures et de récits contradictoires, peinent à se construire un cadre référentiel et un socle stable. C'est pourquoi il devient urgent et indispensable de réinterroger la manière dont nous transmettons. Quelles valeurs voulons-nous réellement passer? Et par quels moyens? Moins visible, mais tout aussi déterminante, la transmission émotionnelle concerne les climats affectifs, les modèles de relations, les blessures non dites qui se drainent dans les humeurs, les attachements et les peurs. Elle se joue dans l'espace familial, à travers les interactions précoces, les gestes, les absences, les ambiances locales. La psychologie transgénérationnelle a mis en lumière cette forme d'héritage en montrant qu'on ne transmet pas que ce que l'on apprend, ce que l'on sait, ce que l'on veut, mais aussi ce que l'on ressent, ce que l'on refoule, ce que l'on n'a pas su nommer. Les traumatismes non digérés, les secrets, les deuils non faits, les émotions réprimées peuvent se transmettre inconsciemment aux générations suivantes et s'imprimant dans les corps, les comportements et les rêves. Cela implique une responsabilité nouvelle, celle de savoir que transmettre en conscience ne consiste plus seulement à enseigner ce qui a été et ce qui est, mais aussi à travailler sur soi et profondément, à guérir ce qui doit l'être pour ne pas enchaîner inconsciemment nos enfants à des fardeaux invisibles.
En ce sens, la transmission émotionnelle est une invitation à la lucidité et à la libération. Enfin, il existe bien une transmission spirituelle, souvent négligée dans les sociétés sécularisées, mais pourtant fondamentale dans les linéages. Elle ne concerne pas nécessairement une religion, mais une manière de se relier à plus grand que soi, au mystère de l'existence, à la mort, au sacré, à la nature ou à l'univers. Ce type de transmission saisit très souvent, de manière inconsciente, et ouvre à des métadimensions de présence pour des missions spécifiques. Elle peut aussi passer par des rites, des rituels, des prières, des enseignements philosophiques et initiatiques, ou simplement par une posture intérieure, une capacité à vivre l'émerveillement, la gratitude et la conscience de l'interdépendance. Elle donne une profondeur existentielle à l'expérience humaine, un sens au-delà de l'utilitaire et du routinier. Dans les périodes de crise, elle peut se révéler un ancrage puissant, une source de paix et de résilience. Cependant, dans nombre de contextes dits modernes, cette dimension, vu son importance, a été sciemment reléguée à l'arrière-plan, au profit d'un rationalisme qui laisse peu de place à ce qui appelle à l'existant. Retrouver une transmission spirituelle vivante, ouverte, enracinée mais non dogmatique, apparaît alors comme une urgence humaine au siècle de grande amnésie et de désordre chaotique. En effet, ces 4 formes de transmission ne sont pas séparées, elles s'enchevêtrent et organisent l'harmonie de l'être vivant. Elles tissent donc ensemble ce que nous sommes. Ce que nous recevons ne se limite jamais à des contenus. Ce sont des atmosphères, des empreintes et des formes de vie. Aussi, ce que nous transmettons ne se réduit pas à ce que nous pensons transmettre, il y a toujours des couches souterraines, des signes et des échos oubliés, et bien évidemment, des cicatrices involontaires. La transmission est donc un acte total de don de soi et de l'être dans un linéage, et même de manière transgénéalogique, et qui engage tout l'être. Dans le tumulte du monde contemporain, ce tissage est gravement menacé, vu le niveau du chaos existentiel. Mais c'est une opportunité dans la complexité et la difficulté des temps présents de re-questionner et entreprendre la transmission. La transmission peut retrouver toute son essence et sa puissance comme moteur de réordonnancement pour demain, et non pas comme reproduction d'un passé ambigu. La transmission sacrée, ou encore ce qui relie au mystère et à l'invisible, est celle qui se veut porteuse de sens ultime, de verticalité, de lien avec ce qui est plus grand que soi. Elle est ancrée dans une dimension spirituelle, symbolique et initiatique. Elle ne concerne pas uniquement la religion, même si certaines religions en sont souvent les vecteurs, mais englobe tout ce qui participe à l'éveil de la conscience, à la quête du sens, à la reliance au mystère de la vie. Elle se transmet souvent dans des rituels, des paroles fondatrices, des gestes initiatiques, des enseignements anciens, des contes à double lecture, ou encore par le silence habité. Elle ne vise pas tant à informer qu'à transformer. Elle n'enseigne pas quoi penser, mais comment être, comment se tenir dans le monde, comment traverser les seuils de la vie afin de demeurer dans un état de complet bien-être ambulant. Dans de nombreuses cultures, la transmission sacrée est confiée à une lignée choisie de manière discrétionnaire ou par révélation, ou alors à un espace rituel protégé de la banalisation. Elle vise à maintenir la mémoire de l'invisible, force qui orchestre et organise le mouvement et le souffle dans un monde de plus en plus régi par la vitesse et la rationalité. La transmission profane, définie comme ce qui organise la vie sociale et le savoir-faire, s'inscrit beaucoup plus dans le champ du visible, du tangible et du fonctionnel. Elle concerne tout ce qui permet à une société de fonctionner, à une culture de se perpétuer dans ses pratiques concrètes à travers les langues, les métiers, les gestes, les coutumes, les normes, les recettes, les techniques et les lois. C'est elle qui permet la continuité de la vie quotidienne, la construction des savoir-faire, la répétition des habitudes. Elle est omniprésente dans la famille, à l'école, dans les entreprises, les médias, les systèmes politiques. Bien qu'elle soit dite profane, cette transmission n'est pas sans impact immédiat et lointain significatif. Elle est structurante et s'opère au travers des identités de genre, des visions du monde, des hiérarchies, des exclusions, des habitudes de pensée. Elle peut donc ainsi créer les conditions de l'émancipation ou de l'aliénation si elle n'est pas rigoureusement interrogée et éprouvée. Il serait erroné de croire que ces deux types de transmission sont étanches. En réalité, elles s'entrelacent et se nourrissent mutuellement. On verra ainsi un geste technique et parfois banal devenir rituel et sacré, dès lors qu'il est porté par une intention de sens, de lien, de mémoire. Inversement, des traditions sacrées peuvent par amnésie collective se vider de leur sens. Ce va-et-vient permanent entre les deux réalités
créent la texture vivante des cultures humaines dans leur quête quotidienne. La crise contemporaine de la transmission tient en partie au désenchantement du monde. Le profane s'est hypertrophié et le sacré marginalisé, ridiculisé ou institutionnalisé au point d'être dévitalisé de toute substance. L'équilibre s'est rompu et donc réhabiliter les deux, dans leur autonomie et interdépendance, devient à mon sens une urgence anthropologique. Le monde a ainsi besoin, et de manière urgente, pour ainsi dire en parabole, de la main qui enseigne le geste et de la voix qui révèle le sens. C'est dans cette réconciliation, je pense, que l'humain retrouve sa complétude. C'est là que la transmission redevient ce qu'elle a toujours été, un pont vivant entre les mondes, entre les êtres, entre les générations. Les rites et les rituels ont toujours accompagné les grands moments de la vie humaine, incluant naissance, passage à l'âge adulte, mariage, mort, moisson, départ en guerre, victoire, échec, deuil, etc. Ils structurent le temps et l'espace, donnant une forme au sacré et encadrant les émotions collectives. À travers eux, les sociétés affirment ce qu'elles considèrent comme fondamental à leur vie. Le rituel a une double fonction. Il permet à l'individu de s'inscrire dans une histoire plus grande que lui, tout en donnant à la communauté un langage commun pour vivre l'invisible. Dans les sociétés modernes, beaucoup de rituels se sont effacés, banalisés, transformés en simples formalités sociales. Les rites initiatiques de croissance par tranche d'âge, ainsi que le rite intermédiaire de passage à l'âge adulte, deviennent inexistants, voire décontextualisés, au profit d'agendas douteux. Cependant, en perdant le sens et la consistance des rituels, ne perdons-nous pas là des occasions essentielles de réaffirmer la vision, de transmettre du substantiel, du lien et de l'identité? Le symbole est comme un pont qui relie l'intelligible et le sensible, le visible et l'invisible. Il condense une vision du monde, une expérience civilisationnelle, en une forme reconnaissable visuellement ou intuitivement, transmissible et signifiante. Cependant, il est constaté à regret que les symboles sont désormais vidés de leur sens lorsqu'ils sont coupés de leur densité, de leur vécu et de leur enracinement. La transmission des symboles exige donc un effort constant de réactivation et de réinterprétation afin de retrouver du sens. Dans un monde où les signes et symboles sont transformés en produits et valeurs touristiques et marchandes, retrouver la puissance du symbole, dans son lien au sacré et à la communauté, devient un acte de révolte et de résistance culturelle. Raconter dans la parole, dans les objets ou les êtres, c'est aussi faire exister dans le temps. C'est mettre en forme ordonnée le chaos de la vie pour en extraire la vie. Les mythes, les contes, les histoires familiales, les témoignages, les paroles des anciens sont autant de récits qui tissent la mémoire humaine et construisent les identités individuelles et collectives. Le récit ne transmet pas seulement des faits, il transmet des missions, des visions, des valeurs, des modèles d'action, des enseignements sur la vie, la mort, la justice, l'amour, la liberté, etc. Lorsque les récits familiaux sont oubliés ou se taisent, lorsque les livres ne sont plus lus, lorsque les voix des anciens sont ignorées ou méprisées, c'est toute une transmission symbolique qui se fracture. À l'inverse, lorsque l'on raconte même simplement les histoires du pays, du quartier, de la maison, des épreuves traversées, des gestes posés, alors on crée une filiation, une appartenance, une mémoire collective. Ce récit n'est pas figé. Il peut être enrichi, transformé, contesté, réajusté, refondé. Mais au moins, elle existe, elle se dit, elle sert de fondation. Il s'agit de ce qu'on croit transmettre, une transmission intentionnelle, celle qu'on prépare, qu'on organise, telle que transmettre une langue, un métier, une foi, une manière d'être au monde. Elle prend la forme de l'éducation, de la préparation, du témoignage, de l'apprentissage, du mentorat. Cette forme de transmission repose sur une volonté à savoir « je veux que tu saches, que tu continues cela ». Elle est précieuse pourtant incomplète, dans la mesure où ce qu'on transmet vraiment n'est pas seulement ce qu'on dit, mais la manière dont on le dit, la posture que l'on incarne, l'énergie que l'on dégage. Un parent peut dire à son enfant qu'il est libre, mais s'il vit permanemment dans la peur, le stress et le contrôle, il transmettra au moins une partie de ces crises qui ont pris cher qu'il le veuille ou pas. Il s'agit ici de ce que l'on ne sait pas qu'on transmet, une transmission souterraine, involontaire, inconsciente et non verbale. Il s'agit des traumatismes, des addictions, des non-dits, des hontes, des peurs, des amertumes, etc., qui ont pris cher. Les recherches en psychologie transgénérationnelle ont mis en lumière à quel point les conséquences liées aux rudes expériences traumatiques, telles les guerres, les déportations, les exils, les violences,
les secrets noirs de famille peuvent se transmettre sur plusieurs générations.